Le 7 décembre 1941, à 6h, une attaque surprise survient à Pearl Harbor, qui se trouve à Hawaï. Cette attaque marquera l'Amérique tout entière, et celle-ci entrera en guerre alors qu'elle voulait rester neutre dans ce conflit. Pourquoi les Japonais ont déclaré la guerre aux États-Unis? Comment ont-ils créé l'effet de surprise? Vous saurez tout dans cette vidéo, consacrée à l'entrée en guerre de l'Amérique dans le second conflit mondial. Suite au crash boursier de 1929, le Japon allait être touché de plein fouet par cette crise économique. La valeur du yen, la monnaie du pays du soleil levant, chute. Le Japon avait peu de ressources naturelles et subissait la même crise que l'Allemagne. Celle-ci se battait pour sa survie. Les propagandes de l'extrême droite faisaient pression pour que le Mandchourie, qui se situe à l'est de la Chine, soit envahi, afin de s'emparer de matières premières indispensables pour l'économie du Japon. En 1931, l'armée impériale japonaise effectuait ses premiers pas vers la création d'un grand empire oriental. À partir de 1937, les batailles se transformèrent en campagnes brutales pour pouvoir conquérir toute la Chine. À la fin de 1938, le Japon s'était emparé des 9/10 du réseau ferroviaire chinois et contrôlait tout le littoral chinois. Les villes chinoises étaient dévastées par les nombreux bombardements japonais. Rapidement, les récits de massacres et d'atrocités perpétrés par les Japonais en Chine finirent par atteindre l'Occident. En mai 1939, après que 5000 civils ont été massacrés à Chongqing, les USA imposèrent les premières sanctions économiques contre le Japon. Face à cette décision, des jours sombres s'annonçaient. L'expansionnisme allemande et japonaise bousculait l'équilibre mondial, même si l'Amérique restera sous sa politique de non-agression. Celle-ci voyait bien que c'était difficile de rester indifférente face aux nombreuses victoires des forces allemandes et japonaises. En septembre 1940, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signaient les accords de la tripartite, ce qui faisait de ces trois pays des alliés. Il devenait cependant évident que la politique neutraliste et de non-intervention du président Franklin Roosevelt n'était plus tenable, et il en avertit lui-même le peuple américain. Nous sommes déterminés à rester en dehors de tout conflit, mais nous ne pouvions pas ignorer les effets désastreux d'une guerre et les dangers encourus si nous y étions contraints. L'aide financière à la Chine fut augmentée. En octobre 1940, le décret pour l'entraînement et le service militaire furent approuvés par le Congrès afin de renforcer les forces armées. C'était la première fois que la conscription était mise en place aux USA. Tous les hommes de 21 à 36 ans pouvaient être appelés pour un service militaire, et ce pendant toute la durée du conflit. Devant l'obligation de protéger les territoires américains du Pacifique, comme les Philippines, un programme fut également mis en œuvre pour augmenter la présence militaire dans cette zone. En plus de l'envoi massif de troupes dans les mois qui suivirent, d'autres actions pour stopper l'expansionnisme japonais furent lancées. À l'été 1941, la Maison-Blanche prit la décision de geler les avoirs japonais, afin de les empêcher d'acheter du pétrole aux USA. 80% de leurs importations de pétrole parvenaient des États-Unis. Cette mesure fut un désastre pour le Japon.
l'empereur Hirohito fut informé que les réserves de pétrole de son pays seraient épuisées au bout de 2 ans, ce qui signifiait que la machine militaire japonaise ne serait plus capable de fonctionner. En août 1941, la situation se dégrada encore plus pour les Japonais, lorsqu'ils apprirent que le Premier ministre britannique Winston Churchill avait rencontré le président américain à bord d'un navire de guerre ancré à Terre-Neuve, pour discuter de la situation en Europe ainsi que dans le Pacifique. Cette rencontre aboutit par la signature du traité de l'Atlantique, qui prônait la liberté face à la peur et aux agressions. Le désarmement des nations belliqueuses est stipulé que tout peuple avait le droit à l'autodétermination. Pour l'Occident, c'était un brouillon, dessinant le nouveau monde que les Alliés désiraient voir émerger après la guerre. Pour les Japonais, c'était le pas vers une domination du monde par les Anglo-Saxons. Une déclaration de guerre n'aurait pu être plus provocatrice. Le 6 septembre 1941, l'avenir devenant incertain pour le Japon, il fut décidé lors de la conférence impériale de Tokyo que sans l'arrêt de l'aide politique et économique au gouvernement de la Chine nationaliste, ainsi que la fin de l'embargo économique et pétrolier contre le Japon, les négociations cesseraient. L'échéance de celles-ci furent fixées à la mi-octobre, un temps que l'armée impériale mit à partie pour affiner son plan d'action. Ayant déjà envahi l'Indochine française qui était sous le contrôle de Vichy, le Japon prenne le contrôle du pays sans tirer un coup de feu. Le pays du soleil levant était alors bien placé pour lancer des attaques contre les colonies britanniques, hollandaises et américaines. De là, les militaires japonais pouvaient occuper les territoires riches en matières premières, comme l'étain et le caoutchouc. Mais plus important encore, ils étaient à portée de riches et exploitables approvisionnements en pétrole. La guerre se profile désormais à l'horizon. Le peuple japonais était encouragé à supporter l'effort de guerre. Présenté comme un combat pour la grande sphère de coprospérité de l'Asie orientale, c'était selon la propagande une initiative qui avait pour objectif de libérer les peuples du sud-est asiatique et de la Chine de la domination occidentale. Ils seraient ainsi sous la protection du Japon, qui ferait régner la justice et les mœurs dans l'ensemble de ce nouvel espace asiatique. Les principes de cette sphère de coprospérité apparaissaient nobles et justes pour certains. Mais dès que la guerre commença, la réalité apparut bien différemment. Les horreurs de la guerre allaient effacer toute illusion sur les honorables intentions du Japon. Le conflit devenant inéluctable, tous les Japonais ne se réjouissaient pas d'entrer en guerre. Le premier ministre japonais, Fumimaro Konoe, avait un temps soutenu la notion de sphère de coprospérité. Mais le conflit se prolongeant en Chine, il s'inquiétait d'une guerre sur 2 fronts, qui pouvait s'avérer impossible à remporter et préférait donc poursuivre les négociations avec les USA. Il fit pression pour qu'on organise un sommet avec le président Roosevelt, afin de discuter des problèmes et surtout de laisser à quai les partisans de la guerre, en trouvant des solutions pacifiques. Roosevelt refusa de le rencontrer, tant que le Japon n'aurait pas enlevé ses troupes militaires de la Chine. Pour les militaires japonais, le concept de retraite n'est pas digne d'être envisagé, car ils considéraient qu'une telle solution était humiliante pour la gloire de l'Empire du Japon. Les approvisionnements en pétrole diminuent, et l'échéance de la mi-octobre approchait. Un compromis semblait désormais bien loin d'être atteint. Impatient de conquérir de nouveaux territoires dans le Pacifique, la machine de guerre japonaise poussait l'entrée en guerre. Le 14 octobre 1941, le ministre des Armées, Hideki Tojo, annonça que les négociations avaient échoué et l'échéance pour un accord est désormais passée. Rien ne pouvait plus être entrepris pour éviter la guerre contre l'Occident. Konoe, conscient de son incapacité à négocier un accord, décide de démissionner. Le 18 octobre, le général Tojo, partisan de la solution armée, remplace Konoe. Les militaristes avaient désormais un contrôle total du Japon. Le temps de la négociation était terminé
et la guerre étaient sur le point de commencer. L'amiral de la flotte japonaise, Yamamoto, était bien conscient de l'adversaire contre lequel son pays allait se dresser. Il savait qu'en commençant une guerre contre l'Amérique, l'armée impériale allait être face à des défis plus importants que de simplement encercler leur avant-poste. Isoroku Yamamoto avait étudié à l'université d'Harvard et avait passé du temps comme attaché naval aux USA. Il était l'un des rares commandants japonais à avoir une notion juste de la puissance navale des USA. Il annonça à son gouvernement, en des termes clairs, ce que devait être la marche à suivre et déclara : Il ne sera pas suffisant de s'emparer de Guam et des Philippines, ou bien même d'Hawaï et de San Francisco. Pour rendre la victoire certaine, nous allons devoir marcher sur Washington et imposer une armistice à la Maison-Blanche. Mais en dépit de ses inquiétudes bien fondées concernant un combat contre une nation aussi forte, Yamamoto, loyal à son empereur, commença à chercher le meilleur moyen de vaincre l'US Navy. Déjà en octobre 1941, Yamamoto avait pris connaissance du bombardement de la flotte italienne basée à Tarente, et avec des torpilles spécialement conçues pour les eaux peu profondes de la base italienne. Il s'agissait de la toute première attaque de ce type. Ce fut une véritable inspiration pour l'amiral japonais. Il réalise que plutôt d'attendre les destroyers américains au milieu du Pacifique, les avions japonais pourraient être engagés dans une attaque surprise contre la flotte américaine pour la détruire avant même qu'elle ne commence à naviguer. Au printemps 1941, les pilotes japonais commencèrent l'entraînement à des tactiques spéciales, qui allaient s'avérer essentielles dans le plan d'attaque. À l'automne, Tojo venait d'être élu Premier ministre. Yamamoto comprit qu'il n'était plus possible de faire demi-tour sur la décision d'attaquer l'Amérique. Au début du mois de novembre 1941, il désigna le vice-amiral Chuchui Nagumo comme commandant de la mission et fixa une date pour l'attaque, le 7 décembre 1941. Un peu plus tôt, à Washington, le président Roosevelt s'était inquiété de la dégradation des relations avec le Japon et le risque que cela posait sur les territoires américains dans le Pacifique. Il décida donc de déplacer la flotte américaine de sa base de Californie à Hawaï, où elle serait le mieux placée pour intervenir. Sur la grande île de l'archipel à Pearl Harbor, les marins profitaient du soleil et des plages, sans savoir qu'ils étaient plus près qu'ils ne l'avaient imaginé des menaces qui se préparaient. Les services de renseignement occidentaux firent des découvertes troublantes. Le 18 novembre 1941, l'US Navy déchiffre un code secret, leur permettant de décrypter les informations envoyées aux ambassadeurs japonais à Washington. Il révélait qu'en cas d'urgence, des alertes codées seraient transmises au milieu des infos radiophoniques quotidiennes japonaises. Vent du Nord nuageux signifiait la guerre avec l'Union soviétique. Vent d'Ouest, temps pluvieux, la guerre avec l'Angleterre et ses colonies. Et vent d'Est, temps pluvieux, la guerre avec les USA. Si les délégués japonais en terre étrangère entendaient ces rapports météo, ils avaient ordre de détruire tous les livres de code. Les services de renseignement étaient à l'écoute, guettant les messages qui les alerteraient d'une offensive, alors même que les navires qui allaient lancer l'attaque contre Pearl Harbor quittaient les ports japonais. Ils se dirigeaient tous vers un point de rendez-vous, près des îles Kuril, qui se situaient au nord du Japon. Les mouvements des navires étaient surveillés, mais les services de renseignement, qui suspectaient une attaque dans le Pacifique, ne se doutaient à aucun moment du danger qu'encourait la flotte américaine. Pendant ce temps, les discussions diplomatiques continuaient contre le Japon et les USA. Et le 20 novembre, l'ambassadeur japonais Kishisaburo Nomura présente un ultimatum final du Japon au secrétaire d'État Cordell Hull, demandant la fin de l'embargo sur les approvisionnements de pétrole pour le Japon et la cessation de l'aide à la Chine. Cordell Hull refusa et une fois de plus exigea le retrait des troupes japonaises en Chine.
Le 26 novembre 1941, les négociations étant dans l'impasse, les forces japonaises, comprenant 6 porte-avions, quittèrent les îles Kuril, dans le plus grand secret, transportant 450 appareils, 5 croiseurs, 9 destroyers, 3 sous-marins et 8 pétroliers pour le ravitaillement. Gardant le silence radio pour éviter la détection, ils traversèrent le Pacifique Nord, en évitant les routes maritimes habituelles, tout droit sur leur objectif, se situant à 300 km au nord-ouest d'Hawaï. C'est de cet endroit que le raid contre Pearl Harbor allait être lancé. Le 1er décembre 1941, ayant reçu la réponse de Cordell Hull, l'empereur Hirohito tient un conseil impérial pour annoncer sa décision d'entrer en guerre contre les États-Unis. Le temps des négociations est terminé. Pour le Japon, il est l'heure d'entrer en guerre. Le 2 décembre, l'amiral Yamamoto envoyait un message clé au vice-amiral Nagumo, le commandant de la flotte japonaise. Escaladez le mont Niitaka, lui ordonnant de lancer l'attaque le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor. Les services de renseignement tentaient désespérément de décrypter les communications lorsque les diplomates japonais de Washington, de Londres, de Manille, de Hong Kong et Singapour reçurent l'ordre de brûler leurs codes. Ceci ne signifiait pas seulement que les relations diplomatiques devenaient tendues, mais que la guerre était sur le point de débuter. Pour les Alliés, la question qui se posait, c'était l'endroit où ça allait se passer. Les Britanniques et les Américains attendaient les premières hostilités en Extrême-Orient. En Allemagne, les nazis jubilaient à l'idée d'une attaque japonaise contre les territoires alliés. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Joachim von Ribbentrop, confirmera à l'ambassadeur japonais à Berlin que Hitler allait soutenir son allié et allait déclarer la guerre aux USA dès que le Japon sera entré en guerre. Tokyo informa Berlin à son tour. Le temps de la guerre va arriver plus rapidement que vous n'en avez jamais rêvé. Roosevelt était bien conscient que l'espoir d'une conclusion pacifique aux négociations entre le Japon et l'Amérique était ténu. Il pouvait difficilement imaginer qu'une attaque aérienne à grande échelle était sur le point d'avoir lieu. Le 6 décembre 1941, le président fit un dernier appel pour la paix auprès de Hirohito. Il n'y eut aucune réponse de sa part. Le même jour, les services de renseignement US interceptent un message japonais en 14 parties. Ils réussissent à décrypter les 13 premières. Ce message révélait que l'offre du secrétaire d'État, Hull, avait été rejetée, mais celui-ci était incomplet. La 14e partie sera décryptée le lendemain, soit le 7 décembre 1941. Pendant ce temps, la vie à Hawaï était normale. Les marins américains étaient à terre, profitant de leur paradis tropical. Pendant la nuit du 6 décembre, les marins s'amusaient dans les bars et les clubs. Nombreux, ils dansaient au son des musiciens de la marine qui participaient à un grand concours d'orchestre. Les Américains étaient debout jusqu'à l'aube. La plupart n'étaient pas en mesure d'affronter le combat qui allait se préparer. Aux premières lueurs du jour, rien ne laissait paraître qu'une attaque de grande ampleur était sur le point d'arriver. Depuis le 26 novembre 1941, la flotte japonaise suit alors la 42e parallèle. Ils suivent ce secteur car celle-ci est souvent noyée dans le brouillard, et donc sont invisibles jusqu'à leur arrivée à 370 km de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, à 4h50, les sous-marins japonais avaient transporté des sous-marins de poche pour les amener à proximité de leur lieu d'intervention, mais furent pour la plupart repérés et détruits par les Américains. Ceux-ci ne donnèrent cependant pas l'alerte. Les Japonais avaient également des espions sur l'île, qui avaient la vue sur Pearl Harbor, et grâce à un code lumineux, relayaient les informations à un sous-marin qui était au large. Celui-ci donnait la position des navires de guerre, ainsi qu'au départ et aux arrivées des navires dans la rade. Le 7 décembre 1941, à Washington,
la tension monte, car le général George Marshall, conseiller militaire de Roosevelt, avait reçu la 14e partie du message. Elle confirmait que les négociations avec le Japon étaient closes. Le département de la guerre US envoyait un message d'alerte à Pearl Harbor. Mais des problèmes de radio retardèrent le message et l'alerte arrivera malheureusement trop tard. Washington savait que les hostilités étaient imminentes de l'autre côté du Pacifique. Les événements vont se confirmer au fil des heures. Des navires japonais chargés de 5000 soldats, vétérans des batailles de Chine, débarquèrent sur la Malaisie, qui était aux mains des Anglais. La guerre contre l'Occident commence. À 370 km de Pearl Harbor, le vice-amiral Nagumo reçut l'ordre de faire décoller ses avions. À 6 heures, la première vague de 183 avions décolle, avec 50 bombardiers, 51 bombardiers en piqué, 40 avions torpilleurs et des chasseurs. À 7 heures, un radar américain repéra la formation aérienne à 250 km de Pearl Harbor. Mais l'information fut interprétée comme un vol de forteresse volante, qui était annoncé dans la soirée en provenance de la Californie. Mitsuo Fuchida, un pilote japonais, témoigne. 1h40 après nous être envolés des porte-avions, je nous savais proches de notre objectif. De petites ouvertures dans l'épaisse couverture nuageuse laissaient de temps à autre entrevoir l'océan. Je m'efforçais de repérer la terre. Soudain, une longue ligne blanche de vagues déferlantes apparut directement sous mon avion. C'était la côte nord d'Oahu. En regardant sur notre droite, en direction de la côte ouest de l'île, nous pouvions voir que le ciel au-dessus de Pearl Harbor était dégagé. Bientôt, le port lui-même devient visible sur la plaine centrale d'Oahu, recouverte d'un film de brume matinale. À travers mes jumelles, je scrutais attentivement les navires paisiblement à l'ancre. Un par un, je les ai comptés. Oui, les cuirassés étaient bien là, 8 d'entre eux. Mais notre dernier espoir de trouver un porte-avions s'était envolé. Pas un seul n'a été aperçu. Il était 7h49 lorsque j'ai ordonné à mon radio d'envoyer l'ordre d'attaquer. Immédiatement, il a commencé à taper le code prédéfini. Tora, Tora, Tora. À 7h53, l'attaque surprise se confirmait. Earl Nightingale, marin américain à bord de l'Arizona, témoigne. Autour de 8h du matin, le 7 décembre 1941, je quittais la table du petit déjeuner lorsque la sirène anti-aérienne du navire se déclencha. N'étant pas affecté à un poste de combat anti-aérien, je n'y ai guère prêté attention. Soudain, j'ai entendu une explosion. J'ai couru vers la porte bâbord, donnant sur la plage arrière, et j'ai vu une bombe frapper une barge accolée au Nevada, ou bien tout proche. Le marine chargé d'assurer la garde a surgi en disant que nous étions attaqués. J'ai pu entendre distinctement une mitrailleuse en action. Je pense qu'à ce stade, notre batterie anti-aérienne s'est déclenchée. Nous attendions les ordres. 5 minutes plus tard, le contre-amiral Patrick Bellinger hurlait dans le micro. Attaque anti-aérienne sur Pearl Harbor. Ce n'est pas un exercice. Au matin du 7 décembre, 127 vaisseaux étaient enregistrés au port de Pearl Harbor, dont 94 étaient au mouillage. Cependant, les 3 porte-avions, le Saratoga, le Lexington et le Enterprise, ainsi que 13 croiseurs, étaient en patrouille au large. Les Japonais concentreront donc leurs attaques sur les 7 cuirassés présents: l'Arizona, l'Oklahoma, le West Virginia, le California, le Nevada, le Maryland et le Tennessee, qui étaient amarrés 2 par 2 le long de l'île de Ford, située au centre de la baie. Mitsuo Fuchida dit: Tandis que mon escadrille tournait en rond dans l'attente de cette nouvelle tentative, d'autres avions entamaient leur piqué, s'y reprenant jusqu'à 3 fois avant de réussir. Nous étions sur le point d'entamer notre 2e piqué, quand il y a eu une explosion colossale dans une file de cuirassés.
Une énorme colonne de fumée rouge foncé s'éleva jusqu'à 1000 mètres. L'explosion était sûrement celle de la soute à munitions d'un navire. L'onde de choc a été ressentie même dans mon avion, volant à plusieurs kilomètres du port. Earl Nightingale, toujours présent dans l'Arizona, notera. J'ai rejoint le pont du bateau où nos canons anti-aériens, pleinement opérationnels, tiraient très rapidement. J'avais parcouru environ les 3/4 du chemin menant à la première plateforme située sur le mât quand il me sembla qu'une bombe avait frappé notre plage arrière. J'ai pu entendre des shrapnels ou des éclats me frôler en sifflant. À peine arrivé à mon poste, une énorme explosion a violemment secoué le navire. J'ai regardé le pont du bateau, dont toute la partie située à l'avant du mât principal était en flammes. Le major nous ordonna de quitter notre poste. En effet, l'Arizona reçut une première bombe de 800 kg qui fit sauter l'avant, alors qu'une deuxième bombe tombait par la cheminée dans la salle des machines, brisant le navire en deux, en tuant 1106 hommes à son bord. L'Oklahoma reçut 3 torpilles sur son flanc gauche. Le navire chavire, portant à son ventre les matelots, qui attendront les secours dans le noir, et ce, pendant 17 jours. Le West Virginia et le California reçurent des torpilles. Ils auraient chaviré, n'emportant avec eux aucun matelot. Le Nevada reçut une torpille et 2 bombes, mais restera à flot. Le Maryland et le Tennessee ne subirent que des dommages légers. Après 15 jours de réparation, ils étaient prêts à reprendre la mer avec le cuirassé Pennsylvania, qui était lors de l'attaque en cale sèche. Les avions japonais endommagèrent également 3 croiseurs et 3 destroyers. À 7h15, la deuxième vague d'avions décolla des porte-avions japonais, composée de 54 bombardiers, 80 bombardiers en piqué et 36 chasseurs. Poursuivant les objectifs de la première vague, elle concentra son action sur les installations de l'île Ford, sur les quais d'hydravion et sur les 2 bases aériennes, détruisant ainsi 65 appareils. Le pilote japonais témoigne. Après avoir achevé leurs opérations, les bombardiers mirent cap au nord pour rejoindre leur porte-avions. Pearl Harbor et les bases aériennes ont été assez détruites par les violents raids et les bombardements. L'imposante flotte qui existait 1 heure auparavant avait disparu. Les tirs anti-aériens s'étaient fortement intensifiés. Mais je ne vis aucun chasseur ennemi au cours de mes observations. Notre maîtrise de l'air fut incontestable. L'amiral Nagumo refuse d'envoyer sa première vague pour une deuxième passe, estimant que les défenses américaines étaient établies. Il décide donc de mettre le cap au nord pour rentrer à la base vers 13h. Le matelot américain Earl Nightingale se battra pour sa survie et verra autour de lui une vision apocalyptique. Les cadavres s'entassaient les uns sur les autres, et des hommes gravement brûlés se dirigeaient vers le pont arrière pour s'y écrouler, apparemment morts ou gravement blessés. Les corps carbonisés gisaient partout. Je me suis retrouvé brutalement à l'eau. Je me suis mis à nager en direction du pipeline situé à environ 150 mètres. J'étais à environ à mi-chemin quand mes forces m'ont abandonné. J'étais sur le point de couler quand le major Shapley, qui nageait à mes côtés, a vu ma détresse. Il m'a agrippé par la chemise et m'a dit de m'accrocher à ses épaules pendant qu'il nageait. Sans le major Shapley, je serais mort noyé. Nous avons finalement atteint la plage où un marin nous a guidés vers un abri anti-bombe. On m'y a donné des vêtements secs et un endroit pour me reposer. La deuxième attaque japonaise, qui était par sous-marin, s'avéra être un échec total, du fait par la forte surveillance américaine après l'assaut aérien. Les Américains se seront défendus tant bien que mal. Ils réussissent à toucher quelques avions japonais. Les États-Unis verront lors de cette nouvelle assaut des nouvelles techniques de combat qui feront énormément de dégâts. Les pilotes japonais, qui ne pouvaient plus revenir à leur base suite à des dégâts matériels, s'écraseront sur les navires américains. De là,
est né le terme kamikaze. 50 minutes après le premier bombardement, les diplomates japonais remettent la déclaration de guerre officielle. Roosevelt reçut le télégramme de l'attaque surprise de Pearl Harbor. Consterné et surpris, il voulait absolument savoir combien de fils, de maris et de pères sont morts lors de cette attaque. À Pearl Harbor, l'hôpital militaire étant saturé, les tris entre les blessés légers et graves se faisaient, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital. Les soldats aptes aidaient les infirmières au sein des centres de triage, et certains donnèrent leur sang pour leurs camarades blessés, et certains étaient entre la vie et la mort. En cette journée funeste, 2403 Américains trouveront la mort et 1178 blessés. Les Japonais déploreront de leur côté la mort de 55 aviateurs. Le pays du soleil levant a alors commis une erreur qui leur a été fatale pour la suite de cette guerre. Ils n'ont pas détruit les réservoirs à carburant. En les détruisant, ils auraient immobilisé la flotte américaine. Les Américains perdirent 2 cuirassés et durent réparer 6 autres. Mais ils restèrent forts de leurs 3 porte-avions, le Lexington, le Saratoga et le Enterprise. Ils avaient encore 44 destroyers à flot, 16 croiseurs, ainsi que des sous-marins. Le président américain, en pleine réunion pour les constats de l'attaque de Pearl Harbor, se leva de son fauteuil roulant. Vous voyez, messieurs, nous avons toujours dit que nous étions invincibles, invulnérables. Et cette attaque nous a prouvé le contraire. Vous avez dit que l'Amérique ne pourra pas se relever de cette attaque ? Eh bien moi je vous dis que oui. Les États-Unis d'Amérique peuvent se relever. Si moi, je trouve la force devant vous de me lever, c'est que nous pouvons le faire aussi. Cette attaque du 7 décembre 1941 aura eu 2 impacts. Elle unifiera les Américains dans un but de revanche, ainsi que leur changement de stratégie dans leur plan d'attaque. Les Américains s'étaient toujours sentis invincibles jusqu'à ce jour du 7 décembre, où ils s'aperçurent qu'ils étaient tout aussi vulnérables que n'importe quel pays du monde. Les Japonais savaient que leur attaque surprise avait démoralisé les Américains, mais ils savaient également qu'ils avaient réveillé un géant. Hier, le 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont soudainement été l'objet d'une attaque délibérée par les forces navales et aériennes du Japon. Entre-temps, le Japon a délibérément cherché à tromper le gouvernement des États-Unis par de fausses déclarations et des messages d'espoir sur le maintien de la paix. Le Japon a entrepris une attaque surprise à travers toute la zone Pacifique. Les faits parlent d'eux-mêmes. En ma qualité de commandant en chef de l'armée et de la marine, j'ai pris toutes les mesures nécessaires à notre défense. Jamais nous n'oublierons le caractère de cette agression. Quel que soit le temps qu'il faudra pour contrer cette invasion préméditée, le peuple américain, fort de son droit, parviendra à la victoire totale. Je crois me faire le porte-parole du Congrès et du peuple américain lorsque j'affirme ici que non seulement nous nous défendrons farouchement, mais que nous ferons en sorte que cette forme de traîtrise ne nous mette plus jamais en danger. Je demande que le Congrès déclare que depuis l'odieuse et nullement justifiée agression japonaise, le 7 décembre, il existe un état de guerre entre les États-Unis et l'Empire du Japon. Le 8 décembre 1941, suite au discours du président américain au Sénat, les États-Unis entreront en guerre. Les jeunes hommes américains n'auront jamais été aussi patriotes suite à cette attaque et seront déterminés à servir sous le drapeau de l'oncle Sam. Des millions d'hommes et de femmes seront mobilisés dans cette guerre dans le Pacifique ainsi qu'en Europe. L'Angleterre et les forces françaises libres qui commençaient à voir le jour sous l'effigie du général de Gaulle n'étaient plus seuls à combattre l'Allemagne. La guerre
allait avoir un autre tournant pour les forces de l'Axe. Dans cette guerre qui a changé le monde, les Américains allaient entrer pour la première fois dans les combats de la Seconde Guerre mondiale.